Bonsoir, messieurs et dames. Seulement 9 mois après le putsch d'août 2020, les militaires au Mali ont à nouveau frappé. La pomme des discordes supposée, la composition du nouveau gouvernement. Le président de la transition, Bandao, et son premier ministre arrêté lundi sont démis de leurs fonctions. Coup de force, coup d'État, les qualificatifs fusent de toutes parts. Les sanctions ne sont pas encore précisées. Qu'aujourd'hui, mercredi, il nous revient que le président de la transition malienne, Bandao, a remis sa démission ainsi que celle de son premier ministre à celui qui était jusque-là son vice-président. Le colonel Assimi Goïta, déjà tombeur de IBK, entendez Ibrahim Boubacar Keïta, vient donc de faire tomber le président de la transition. 2 démissions obtenues au forceps. Le colonel était et reste donc l'homme fort du pays. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est à Bamako pour tenter de débloquer la crise. Quelle lecture faire de cette situation nouvelle? Pourquoi ces derniers soubresauts au Mali? Que cache-t-il? Quel impact pour une sous-région déjà fragile? Monsieur et dames, voici le sujet donc préoccupant que nous allons aborder ce soir dans cette édition spéciale. Par la qualité de mes invités, pour y apporter leur éclairage, je me vais d'abord vous présenter Abdoulaye Bari. Il est journaliste, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Abdoulaye, merci d'être avec nous. Merci Geoffroy et bonsoir. Autre visage sur ce plateau, Oumarou Paul Koualaga. Il est coordonnateur pays de IRI, Entendez International Republicain Institute, et il est le fondateur et gérant de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI en abrégé. Bonsoir Oumarou Paul Koualaga. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et Bernard Bougouma, journaliste, chef de desk politique à Watt FM et True TV. Bonsoir Bernard Bougouma. Bonsoir Geoffroy, merci de me recevoir. Une situation que nous venons donc de dépeindre en introduction, qui est celle du Mali et qui préoccupe aujourd'hui une junte qui a encore une fois tapé, on dira. Quelles sont les raisons avancées par ces militaires? Je vous propose d'écouter le commandant Baba Cissé. Il est conseiller spécial du vice-président de la transition et il donnait donc hier les raisons de ce énième coup militaire. On l'écoute et on revient pour échanger. Suite à une crise de plusieurs mois au plan national, prenant en compte des grèves et manifestations de divers acteurs sociaux et politiques, le gouvernement dirigé par M. Mokhtar Ouane s'est montré incapable de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux. Dans la foulée et de façon unilatérale, le président de la transition a accepté la démission du gouvernement et reconduit aussitôt le Premier ministre avec pour mandat d'aller à la formation d'un nouveau gouvernement. La conséquence a été une consternation générale marquée par la persistance des grèves de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, dont l'issue est finalement une grève illimitée. Cet état de fait constitue une véritable asphyxie pour l'économie malienne et partant la garantie d'une instabilité aux conséquences incommensurables. Dans les démarches de constitution d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre, nouvellement reconduit, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Le commandant donc Baba Cissé, conseiller spécial du vice-président de la transition, il faut dire que c'est ce qu'il était encore lorsqu'il y avait cette vidéo. Aujourd'hui, on va dire que Goïta est l'homme fort et préciser, comme nous le disions
en introduction, Goodluck Jonathan est à Bamako pour tenter de débloquer la crise pour le compte de la CEDEAO et donc de la communauté internationale. Et nous avons aussi à Bamako notre correspondant permanent, Bouraima Soulo, avec qui nous allons entrer en contact pour avoir le point de la situation, puisque plusieurs concertations ont été entreprises avec les acteurs ou protagonistes de cette crise. On est d'abord sur ce plateau pour un premier tour. On a écouté tout à l'heure le commandant Baba Cissé sur les raisons qui ont été avancées pour que nous ayons ce qu'on a pu voir, arrestation d'un président et de son premier ministre. Est-ce que ces raisons qui ont été données arrivent à vous convaincre? Est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs? Premier tour de table. Barry. On va dire que c'est la raison, ce sont des raisons officielles, mais d'abord, je pense que c'est une situation qui pouvait être prévisible. D'abord, il y a les raisons subjectives et les raisons objectives. Les raisons subjectives, c'est que la transition qui a été engagée donc après le coup d'État du 18 août, qui a renversé le président Ibeka, n'a pas été un processus inclusif. On se rappelle à l'époque, le M5 avait dénoncé l'exclusion donc de cette principale force qui était rentrée en mouvement depuis juin et qui a abouti donc à l'exclusion, à la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Raison objective, vous avez ceux qui ont pris le pouvoir par les armes sont restés avec leurs propres armes. Et lorsque vous restez avec vos propres armes, ça veut dire que vous avez l'essentiel du pouvoir militaire et face à des autorités civiles qui n'ont pas de pouvoir. On a vu en 2012, lorsque le 22 mars 2012, le pouvoir d'ATT a été tombé à quelques mois donc de la présidentielle. On a assisté donc on a eu trois têtes. Donc il y a eu le président de la transition qui était donc l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ensuite, on a eu un premier ministre dit de plein pouvoir et la junte militaire suite à un accord cadre qui a été signé donc le 6 avril 2012 qui n'est jamais retourné dans les casernes. Et conséquence, en décembre de la même année, le premier ministre dit de plein pouvoir est amené Manu Militari à Kati, c'est-à-dire à 15 km donc de Bamako, au siège donc de la junte du CNRDE et l'obligeant donc à démissionner. Donc ça, si vous laissez des militaires qui ont pris le pouvoir avec leurs armes, c'est normal qu'ils seront tentés donc d'exercer l'effectivité donc du pouvoir politique. Alors donc pour revenir aux raisons qui me paraissent objectives, c'est dans la marche donc de cette transition, il est arrivé à un moment donné où les deux ailes donc de la transition n'arrivaient pas à s'entendre, c'est-à-dire l'aile civile et l'aile militaire. L'aile civile cherchant donc à écarter, à avoir l'essentiel du pouvoir, donc à mettre de côté l'aile militaire. Donc on a assisté à même l'écartement du vice-président, le colonel Assimi Goïta, qui ne participait plus au Conseil des ministres parce que le président de la transition et le premier ministre ont exigé à ce qu'il ne participe pas au Conseil des ministres. Donc ça a commencé à créer d'abord des frustrations et on a continué comme ça jusqu'à la démission du gouvernement et la tentative donc de formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Ce qui me paraît absurde, comment une transition qui reste quelques mois, on dissout le gouvernement dans l'espoir de l'ouvrir alors que vous avez refusé il y a quelques mois d'ouvrir ce gouvernement. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Les deux têtes de la transition, les deux têtes civiles, c'est-à-dire Mokhtar Ouane, le premier ministre, et le président Bandao, le président de la transition, ont formé donc une équipe que ne partageait pas l'aile militaire. Qu'est-ce qui est arrivé dimanche dernier dans la nuit? Donc les militaires donc à la tête avec Assimi Goïta se sont rendus sur le président de la transition à la veille donc de la publication du gouvernement pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'équipe que vous vous apprêtez à publier. Malheureusement, ils ne se sont pas entendus jusque tard dans la nuit. Ils sont repartis et le lendemain, ils ont découvert à la télévision nationale, comme tout le monde, que finalement, l'équipe qui ne voulait pas voir a été rendue publique par le président de la transition et le premier ministre. Et malheureusement, dans cette équipe-là ne figurent pas Sadio Kamara et Modibo Kone, respectivement ministre de la Défense et ministre de la Sécurité nationale, qui sont donc, on peut dire, les vrais cerveaux du coup d'État. Et Assimi Goïta, le vice-président, se sent ainsi floué parce que dans la charte de la transition, il est dit que le vice-président s'occupe des questions de sécurité et de défense nationale. Donc il a vu ainsi qu'il a été dépouillé de l'essentiel donc de l'outil de défense nationale, ce qui donc a créé une sorte a suscité l'ire donc de l'aile militaire de la transition et qui, comme ils ont les armes, ont décidé donc de rectifier entre guillemets cette transition. Kwalaga, pensez aussi que c'est cette nouvelle composition-là qui a achevé de montrer des dissensions internes entre civils et militaires? Alors moi je pense qu'il faut peut-être
repartir un peu en arrière pour dire que en fait nous sommes dans une situation insurrectionnelle, on l'avait dit sur certains plateaux et bien avant même la crise, c'est une situation insurrectionnelle qui n'a pas fini en réalité de donner toutes les leçons ou de montrer dans quelle mesure, quand on s'engage par exemple dans une insurrection, il faut au préalable définir clairement quels sont les objectifs, cartographier très bien les acteurs en présence et ensuite voir dans quelle mesure on s'inscrit je dis par rapport aux solutions qu'on apporte en réalité, parce que c'est ça qu'il s'agit en vérité, par rapport aux éléments, j'allais dire, qu'on a évoqués pour rallier, j'allais dire, et les populations, mais aussi l'ensemble de tous les acteurs. On a affaire à une insurrection, au risque de me répéter, on a l'aile évidemment politique et militaire, c'est de ça qu'il s'agit, et donc avec une insurrection, il faut toujours regarder qu'il y a des acteurs civils. Ici, au Mali, ça a été conduit par notamment l'aile civile, la société civile, avec un leader charismatique, l'imam Diko. Donc il y avait cet élément d'idéologie qui n'a peut-être pas forcément prospéré. Après, on a les militaires qui sont toujours présents, pas très loin, en général, dans ces genres de situations insurrectionnelles, et qui sont en réalité les arbitres à la fin du processus quand c'est mal géré. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Donc les civils ont bien pris l'initiative, ils avaient des revendications assez légitimes, avec un élément déclencheur pour repartir un peu en arrière. Donc on se souvient très bien comment est-ce qu'on en est arrivé. Après, dans le rapport de force, les tergiversations ont permis aux militaires de passer en force et de récupérer les leviers du pouvoir. N'eût été, j'allais dire, l'intervention de la communauté internationale, avec le coup d'État qui a été perpétré à l'époque, on allait bien dire que c'était un coup d'État. Les injonctions de la communauté internationale assorties de sanctions ont amené les militaires à reculer, j'allais dire tout juste un peu, à l'image du Burkina Faso, où vous avez un président de la transition qui est civil pour réparer, j'allais dire, cet État, le coup d'État. Un premier ministre, mais qui en réalité, peut-être eux-mêmes ne l'ont pas si bien compris, parce qu'on avait un vice-président qui est militaire, mais qui en réalité, c'est l'homme fort. Et aujourd'hui, il a prouvé avec les événements que nous sommes en train de vivre, qu'il reste fondamentalement l'homme fort de la situation. Alors, ça pose, j'allais dire, une problématique que connaissent beaucoup d'États africains, où on a ce genre de conflits assez complexes, où vous avez les insurrections, vous avez un coup d'État et les rébellions. Donc, quand on prend l'histoire du Mali, en tout cas ces dernières années, Bali faisait bien de le dire, depuis la rébellion, vous avez vu que les acteurs peut-être changent d'une époque à une autre, mais on est toujours dans la même trame. Au jour d'aujourd'hui, je crois que le véritable problème que vit le Mali, c'est qu'on n'est pas encore arrivé clairement à définir quels sont les objectifs poursuivis par cette transition. Je crois que ça, c'est déjà en termes de vulnérabilité, parce que dans une insurrection, il y a un certain nombre de vulnérabilités. Ça, c'est au niveau politique, première vulnérabilité. Au niveau des populations, il y a une certaine division au sein même de l'armée, mais au niveau des populations, il y a l'opposition d'une part qui forcément ne voit pas les choses de la même façon, et ce sont autant de vulnérabilités qui nous amènent aujourd'hui à une situation que nous vivons et qui est assez regrettable et qui fait que finalement on se retrouve dans une situation où on espère une fois de plus que la communauté internationale va amener, mais à la lueur où vont les choses, je me dis que nous sommes en train d'aller dans une confrontation qui va être très frontale. La question de la communauté internationale, nous allons y revenir à un moment donné de nos échanges. Bernard Boukma, toujours sur la question du genre de diagnostic qu'on fait pour la situation qu'on a aujourd'hui. Oui, en fait, le diagnostic, je pense que beaucoup ont été pris de court quand il y a eu la démission assistée ou le coup d'État, c'est selon de Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'aux premières heures, il s'agissait d'abord d'identifier qui sont derrière ces militaires. Le premier regard a été de dire, ça doit être un coup d'État des palais, Ibeka s'entend finir ses forces, trouve une solution avec l'armée, et puis bon, l'armée qui l'accompagne, et puis descend. L'autre lecture, c'était que non, ces militaires étaient également à la solde de Imam Diko avec sa suite, et puis bon, on la connaît. Et puis il y avait une troisième lecture qui était que ce n'est que des militaires qui ont décidé de s'assumer à un moment donné pour arrêter effectivement les choses. Donc, dans ce cafouillage-là, avec une jeunesse qui était pratique, parce qu'on était dans une situation insurrectionnelle pratiquement, qui avait besoin que Ibeka aussi parte, donc ils ont été célébrés. Et bon, des gens ont tenté de muer cela en une insurrection populaire, ce qui n'était pas forcément
le cas. Et aujourd'hui, la situation est en train de prouver que c'est des militaires qui sont arrivés en arbitre et qui veulent conserver le pouvoir en tant que maître du jeu. Et c'est ce qu'ils sont en train de effectivement démontrer. Donc un président qui aussi se trompe, mais je pense que c'est parce que le président est militaire et qui croit certainement au rapport de force, qu'il estime que comme il est chef de l'État, avec tout ce qui va avec, il a certainement tous les leviers du pouvoir. Je pense que c'est cette erreur que le président a commise et qui est en train effectivement de rattraper. Parce qu'Assimi Goïta, quoi qu'il en soit, est toujours maître du jeu et il a prouvé. Et il dit c'est lui-même qui les met hors des prérogatives. Donc ce qu'on peut faire comme lecture, c'est comme il a dit, les premiers objectifs de tout ça, de la réclamation du départ de IBK jusqu'à ce que les militaires arbitrent le jeu, les objectifs n'ont pas été clairement définis parce que, pour terminer, ce qui était donné à entendre les premières heures, c'était que c'est le premier ministre qu'on ne voulait pas. D'accord. IBK refuse, après on dit IBK lui-même il n'a qu'à partir. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Et jusqu'à présent, comme ils l'ont dit, j'ai l'impression que les Maliens n'ont pas pu déterminer cela. C'est ce qui fait que ça tend de partout. Vous dites quelque chose d'intéressant parce que vous vous engouffrez dans une brèche qui était celle tout à l'heure de Abdoulaye Bari, qui disait pourquoi maintenant ce changement de gouvernement là, alors qu'on n'est pas si loin de la fin des choses et donc de l'organisation d'élections, on va dire de façon très claire, on est pratiquement à mi-parcours. Pourquoi je dis c'est une erreur pour vous d'avoir voulu aujourd'hui recomposer les choses? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on recompose les choses? Est-ce que les deux militaires qui ont été enlevés constituaient un problème sérieux dans le fonctionnement du gouvernement? C'est vrai, il y a eu une grève illimitée, mais est-ce que c'est eux qui sont à l'origine de cette crise? En fait, il enlève des militaires, il reconduit des militaires d'ailleurs. Pour moi, s'il les avait remplacés par des civils, on pourrait dire pression de la société civile, je ne sais pas moi, mais non, il les remplace encore par des militaires d'ailleurs plus gradés qu'eux. Bon, en même temps, la question qui se pose, c'est pourquoi. Et ensuite, si c'était dans un esprit d'ouverture, il aurait pu faire appel à d'autres forces, mais en ce moment, on n'avait même pas besoin de dissoudre le gouvernement. On fait un remaniement et puis on passe à autre chose. C'est une dissolution qui vient effectivement avec un nouveau gouvernement, mais celui que la charte a conféré la responsabilité de regarder sur les questions sécuritaires et de la défense, estime qu'il n'a pas été, par exemple, consulté dans le choix des éléments. Alors que c'est une collégialité. De mon point de vue, comme l'avis de M. Goïta compte dans le choix effectivement de ces personnes-là, parce qu'il s'agit aussi de la sécurité du Mali, il s'agit des questions de défense. Assimi Goïta, il n'est pas que militaire. Il a un minimum de compréhension et de lecture politique des choses. Il sait que c'est une machine, c'est un levier du pouvoir qu'ils sont en train d'enlever. Après avoir obtenu que je ne participe pas au Conseil des ministres, comme M. Barry l'a dit, on envoie des hommes qui ne sont pas sous mon emprise et qui certainement, peut-être n'ont même pas pris part au putsch, comment on appelle ça, à la démission assistée au coup d'état de IBK, mais qui se retrouve en train de gérer des éléments. Il comprend qu'il est en train de perdre une parcelle de pouvoir, et là, en bon militaire et qui sait regarder, je dis bien, qui a une lecture politique de la situation, il sait qu'il y a des choses qui sont en train de jouer contre lui. Parce que quand la communauté internationale a dit il faut une transition civile, il est allé avec ses camarades chercher un militaire à la retraite. Est-ce un civil? Est-ce un militaire? C'était déjà le signe qu'ils ont un trou dans leur tête. Et j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit Badao s'est trompé de lecture. Diallo, on va vous permettre de développer parce que vous disiez il y a la question du timing et puis il y a les raisons de la composition du nouveau gouvernement que vous ne comprenez pas. Oui, et puis disons qu'il y a eu un froid qui s'est installé entre les deux ailes, l'aile civile et l'aile militaire de la transition. Il y a une semaine, le président Bandao était à Paris où il a assisté donc à la conférence sur le financement des économies africaines, et ça n'est ouvert à plusieurs chefs d'État, notamment le président français et certains chefs d'État du G5 Sahel avec qui j'ai eu l'information. Il y avait un véritable froid parce qu'il leur a dit j'ai beaucoup de problèmes pour former le gouvernement, mais hélas, dès que je rentre, je vais former le gouvernement. Donc il y a un froid qui s'est installé parce que je sais qu'au départ, les deux, notamment le président de la transition avec les jeunes militaires s'entendaient très bien. J'ai échangé en octobre avec le président de la transition. Tout allait bien entre eux parce
que Assimi Goïta se considère comme étant le fils au président de la transition, et lui, ancien militaire, donc ancien colonel, dans les jargons militaires, on va dire bon, c'est le grand-père et le petit-fils. Voilà, c'est comme ça, on dit ça dans... Et puis bon, socialement, c'est des gens qui sont très très proches, et il semblerait que c'est lui-même qui l'a aidé dans le recrutement. Enfin, c'est son fils, on dit. Donc au départ, les relations entre les deux étaient de très bonnes relations. J'ai pu vérifier ça parce que j'ai rencontré le président de la transition, mais ma lecture, mon analyse, c'est que certainement, au fil du temps, les deux têtes civiles donc de la transition, chacun dans le pouvoir a certainement essayé d'avoir un certain contrôle sur l'appareil. Et bon, vous savez que quand l'appétit vient en mangeant, comme on le dit, il y a une certaine boulimie, et donc il y a eu un froid qui s'est installé entre les deux ailes de la transition. Et maintenant, je pense que c'est ce froid-là qui a participé donc à la dissolution du gouvernement, dans l'espoir de contrôler les vrais leviers de la transition, parce que le froid s'est installé. Donc finalement, en formant ce gouvernement, ils écartent quand même, je vais dire, quand vous prenez un monsieur comme Sadio Camara, qui se trouve être le commandant de la garde républicaine au moment de la chute de Ibeka, il a été quand même le cerveau du putsch. Il est vrai, dans nos pays, il y a les principes, mais le minimum d'intelligence recommande quand même que dans la gestion des États, il y ait des compromis intelligents. Il y avait quelle importance, il y avait quelle urgence à dissoudre le gouvernement, il y avait quelle urgence à enlever Sadio Camara de la défense, à enlever Modibo Koné de la sécurité. Or, on sait que ces gens-là ont participé au coup d'État, et ils ont des hommes derrière eux, mais aussi un arsenal militaire. Pour moi, au-delà des principes, il fallait un minimum d'intelligence pour aller vers des compromis, puisque la transition devrait prendre fin dans peut-être 8 mois. Donc, l'autre élément qui explique aussi cette situation, c'est que on a assisté à un bricolage dès le départ. On a assisté à un bricolage avec la bénédiction de la communauté internationale. Tout le monde sait que vous ne pouvez pas, dans ce contexte-là, ceux qui ont fait le coup d'État, vous les maintenez, ils sont vice-présidents, ils ont les armes, vous amenez un président civil, un premier ministre civil qui n'ont rien. On sait ce que vaut les textes sous nos contrées. Et comme je le disais tout à l'heure, le processus n'a pas été inclusif. La communauté internationale qui voulait aider le Mali, je vais mettre aider entre guillemets, c'est-à-dire à gérer une situation à la sauvette. On n'a pas réfléchi en termes de perspective, quelle peut être la portée de ce type de mariage dont le destin inévitable est le divorce, comme on l'a assisté hier. Quand on vous écoute, on a l'impression que Badawi a été un peu naïf, parce que quand vous regardez évidemment ces deux éléments, Koné et Camara, c'est, je dirais pas des inamovibles, mais c'est dans la stratégie de pression pour ce qui est de ceux qui tiennent le pouvoir, et ce que Goïta avait en main, c'était des éléments clés. Il les enlève, c'est vrai, mais il met quand même 2 militaires après. Et je dis encore qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a le M5 RFP par exemple, qui, ne serait-ce que le 6 mai, avait eu encore rencontré Badawi, qui a dit il faut une transition plus inclusive, parce que nous avons l'impression, nous civils, qu'on n'a vraiment pas notre mot à dire et qu'on n'est pas vraiment représenté. Est-ce que ce n'est pas tous ces éléments-là auxquels il a eu oreille favorable, et profitant évidemment de l'occasion, tentant d'affaiblir un peu Goïta? Oui, vous avez parfaitement raison. Vous savez, en Afrique, quand vous dirigez, il faut prier pour vous, parce que vous avez les grenouilles des palais, vous entendez tellement d'informations, vous recevez tellement d'informations que finalement, au fait, vous finissez par vous perdre au milieu d'une foule d'informations. Mais pour revenir à la question des 2 militaires, la charte de la transition dit bien que le vice-président, il est chargé des questions de défense et de sécurité. Et il a fait du coup d'État avec 2 personnes. Voilà, ils étaient plusieurs, mais ces 2 personnes occupaient quand même des postes stratégiques dans le gouvernement. Pour moi, le minimum d'élégance, la recherche même du minimum de compromis, vu la fragilité de la situation au Mali, voudrait qu'on ne crée pas une autre crise dans la crise en laissant ces
gens parce que je ne vois pas en quoi ils constituent à eux seuls un problème particulier du Mali au-delà du problème malien que l'on connaît. Sont-ils à l'origine du problème malien? Je ne pense pas que ces deux-là soient exclusivement les auteurs du drame malien. Ils se sont engouffrés dans une crise qui existait, mais pour moi, le minimum d'élégance politique voudrait que quand même, pour sauver ce qui peut être sauvé du Mali, c'est d'essayer de laisser ces deux-là, Sadio Camara et Modibo Koné, et puis bon, aller vers l'organisation d'élections libres et transparentes. Et on n'avait pas besoin forcément de dissoudre l'ensemble du gouvernement pour l'élargir. Et je ne vois pas pourquoi hier, donc en août, vous avez refusé d'inclure les gars du M5 et aujourd'hui on est à quelques mois des élections, puisque les premières élections doivent se tenir en novembre-décembre. Je ne vois pas comment aujourd'hui, quelle est l'importance d'ouvrir donc au M5 et aux autres forces politiques. Le minimum d'élégance, à mon avis, aurait voulu que l'on maintienne ces deux militaires-là à leur poste, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on recommande le respect des principes. On n'est plus dans les principes. Parce que si on était dans les principes, Ibeka serait au pouvoir parce qu'il a été démocratiquement élu. Donc dès lors qu'on est dans un coup d'État, on n'est plus dans les principes. Donc le minimum, c'est de dire oui, il y a les principes, mais aussi il y a la réalité. La réalité, c'est que vous avez des militaires qui ont des armes, qui ont pris le pouvoir, qui sont partis chercher leurs civilo-militaires pour mettre au pouvoir. Vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes président de la transition, vous êtes premier ministre, on vous a fait venir, on ne sait pas, l'autre est venu de son champ, l'autre est venu de Ouagadougou. La réalité du terrain, c'est qu'ils ont les armes, ils ont l'essentiel du pouvoir. C'est pas parce qu'on vous a mis ici que vous pouvez les enlever. Le résultat est là. Je reviens vers Koualaga parce que vous disiez, quoi qu'on dise, on est en 9 mois. Bon, il y en a qui disent aujourd'hui coup de force, mais à la démission, on sait que c'est pratiquement un coup d'État. C'est déjà ça. Vous disiez, le premier, ça avait un air de politico-militaire, donc civil et militaire. Mais apparemment, le civil, il a été laissé sur le pas de la route depuis. Ah oui, c'est ce que je voulais dire dans la stratégie, parce que je l'ai dit aussi, il y a les objectifs et puis la stratégie, comment est-ce qu'on arrive à maintenir, je veux dire, le cap dans cette transition. Parce qu'il y a des affaires purement politiques, même s'il est vrai que l'aspect militaire n'est pas forcément exclu du politique, mais si on s'en tient, j'allais dire, aux acteurs, on va dire purement civils et aux acteurs militaires, je l'ai dit aussi, en termes de rapport de force, évidemment, les armes ont certainement eu leur importance dans ce jeu. Donc, pour moi, l'activité ou l'événement qui s'est produit hier, je crois les civils ont tenté, j'allais dire certainement, de s'affranchir. Je crois que ça, c'est le premier élément. On le disait tantôt, vous savez, quand vous commencez à voir les leviers du pouvoir, il y a des échanges par-ci, par-là. Ils ont tenté de s'affranchir. Ils ont tenté de se donner une certaine image et de montrer, peut-être à la face du monde, et à la face des acteurs nationaux, j'allais dire de la communauté nationale et malienne, qu'ils pouvaient aussi s'affranchir et dire ailleurs ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. C'est un peu cela. Et en le faisant, ils estimaient fragiliser davantage le vice-président. Et ce qui, malheureusement, l'effet contraire s'est produit, puisqu'il a toujours les leviers du pouvoir, et il est venu, je veux dire, par ce tact assez fort pour moi, dans cette période de transition, prouver qu'il reste encore l'homme fort. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Oui. On parle d'hommes forts et tout. On parle de ceux qui ont les armes, ceux qui ne l'ont pas, donc ceux qui ont la force avec eux et ceux qui ne peuvent que tenter des jeux. Et là, c'est Badao qui semble avoir perdu pour l'instant. Mais on ne dit pas aussi, on ne parle pas aussi de l'éthique de ce que devait être le militaire. On a vu ces nombreux appels qui étaient ceux à la fois de la communauté internationale et même de certaines personnes au sein du Mali qui disaient la place des militaires c'est dans les casernes. Et que si, quitte à bomber le muscle, il y a des fronts sur lesquels le Mali est, sur les questions de sécurité, où on pouvait les voir, c'est pas dans les palais. Et aujourd'hui, on a l'impression que quand on défend certaines positions, on oublie cette réalité du militaire. Non, c'est ce que j'avais dit aussi dans ma première intervention, que les militaires ne sont jamais loin, que ce soit sur les questions politiques ou même sur toutes les questions de façon sécuritaire, hein, pour parler de façon plus globale. J'ai dit, tout a été mal orchestré dès le départ. Vous avez vu des civils, je l'ai dit, qui ont mené, qui étaient à l'initiative,
avec un leader charismatique, au risque de me répéter, et qui à un moment donné sont restés, j'allais dire, à tergiverser sur un certain nombre d'éléments. Et comme je l'ai dit, dans ce genre de situation, on a toujours trois acteurs. On a la population dans son ensemble, on a le gouvernement et on a l'armée qui en général peut basculer dans l'un des camps. Pour le cas du Mali, je crois que l'armée à la dernière minute a décidé de prendre le devant. Et fort de leur présence et des premières activités, parce qu'il faut dire qu'ils n'ont pas aussi, il ne faut pas l'oublier, ils n'ont pas digéré, j'allais dire, l'attitude de la communauté internationale qui leur a fait des injonctions. Au départ, ils n'avaient peut-être pas encore tout le contrôle, je veux dire, de la situation. Et le temps est là. On a dit, vous savez, en termes militaires, on dit c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et ils ont commencé à avoir quelques leviers du pouvoir, ils ont commencé à bien se préparer et ils ont compris qu'il était plus que jamais, parce qu'ils ne sont pas là aussi, c'est vrai, on l'a entendu dire ici et là, peut-être oui, leur rôle ou leur place se trouve, j'allais dire, sur le front ou dans les casernes, mais ils ont profité de cette situation pour essayer d'engager un certain nombre de réformes. On ne le dit pas très souvent. Ces réformes... oui. Je tiens à vous préciser ici qu'on devrait avoir aussi Bourema Soulo, parce que tout à l'heure vous parliez de la communauté internationale. Je disais qu'il y avait Goodluck Jonathan qui était à Bamako pour tenter de rencontrer les différents protagonistes, et avec Bourema Soulo, notre correspondant permanent à Bamako, dès qu'il est prêt, je pense que la régie nous fera signe pour qu'on puisse l'avoir et savoir où on en est, notamment avec les échanges. Rapidement, avant que Bernard Bougman ne puisse réagir. Oui, je trouve que votre question, elle est pertinente. Vous dites que en principe, les militaires, leur place, c'est dans les casernes. Oui, mais vous voyez, j'ai un ami comédien ivoirien, il dit, bon, nous, comédiens, nous avons décidé de faire la politique parce que les politiciens ont décidé de faire la comédie. Est-ce qu'aujourd'hui, le politique est à sa place? On va mettre une petite pause pour ce qui est du débat sur le plateau qui est très intéressant. On a Bourema Soulo. Bonsoir, Soulo. Bonsoir, Vaya. Heureux de t'avoir. Hier, vous nous partagez déjà hier l'arrivée de Goodluck Jonathan, et donc évidemment les sessions de travail, elles ont commencé, plusieurs rencontres. Vous êtes à l'une d'elles. Aujourd'hui, quel est le point que vous pouvez nous faire? Merci, Geoffroy. Le point qu'on peut faire aujourd'hui, hier, comme vous l'avez dit, le 25 mai, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, accompagné du ministre des Affaires étrangères du Ghana et le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO, sont arrivés à Bamako pour rencontrer d'abord le vice-président Assimi Goïta pour un peu essayer de décanter la situation qui prévaut depuis le lundi ici au Mali. Mais dès son arrivée, il devait rencontrer tout juste son arrivée le vice-président Assimi Goïta, mais malheureusement le vice-président n'était pas disposé à le rencontrer de sitôt. Mais tout s'est rentré dans l'ordre à partir de 21h, où les deux personnalités, sinon la délégation de la CEDEAO et le vice-président et sa délégation, se sont rencontrés au palais présidentiel, et à l'issue de cette rencontre, on n'a pas eu grand-chose, sinon que le médiateur de la CEDEAO a déclaré que les échanges étaient fructueux et cordiaux entre les deux parties, mais que les échanges n'étaient pas à la hauteur du souhait. Donc, ce qui prédisait un peu l'inquiétude du médiateur, parce que ça pourrait coûter à un Assimi Goïta très déterminé à conduire cette transition. Ce qui a été fait aujourd'hui, puisque à leur deuxième rencontre, parce que la délégation de la CEDEAO voulait rencontrer les deux personnalités arrêtées, il s'agit du président Bandao et le premier ministre Mokhtar, et à leur arrivée, les deux personnalités ont signifié à la délégation de la CEDEAO qu'ils ont remis leur démission au vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Donc,
cette information n'a pas plu à la délégation qui s'est aussitôt dirigée vers Assimi Goïta au palais présidentiel et à l'issue de leur rencontre, ça n'a pas arrangé puisque le vice-président Assimi Goïta s'est montré déterminé à diriger la transition en disant qu'il va lui-même diriger la transition et qu'il ne va pas, il ne souhaite pas céder sa place au président Bandao ou rétablir les deux personnalités à leur fonction. Souvent, on se rend compte que la situation est assez tendue à Bamako, mais outre le camp Goïta, est-ce que Goodluck Jonathan a pu échanger, ne serait-ce qu'avec la société civile, les partis politiques, ou a même pu voir le président Bandao et son premier ministre? Avez-vous pu avoir des infos là-dessus? Oui, comme je viens de dire, il a rencontré le président Bandao et le Premier ministre. C'est à l'issue de cette rencontre que les deux personnalités ont annoncé à Goodluck Jonathan qu'ils ont remis leur démission au vice-président Assimi Goïta. Donc maintenant, est-ce qu'il a pu rencontrer la société civile ou la classe politique? Là, je ne peux pas le dire parce que il n'a pas pu les rencontrer parce que tout juste à sa sortie de l'audience avec Assimi Goïta, il est retranché à l'hôtel. Il voulait partir tout de suite parce qu'il était vraiment frustré parce que hier il disait qu'il allait organiser une conférence de presse, sinon un point de presse pour dire ce qui était de la situation. Mais aujourd'hui, à l'issue de la deuxième rencontre, il est retranché dans sa chambre d'hôtel à l'hôtel Salam et il ne voulait rencontrer personne, sinon que après il voulait partir tout de suite. Mais après, on a vu que les ambassadeurs de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, le chef de la MINUSMA et beaucoup d'autres sont venus à l'hôtel et les deux parties, la CEDEAO et ses ambassadeurs, ont eu une séance de travail mais rien d'infiltré de cette séance de travail parce qu'on en a attendu en vain, personne n'a fait la déclaration, personne n'a fait une déclaration, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont dit entre eux, mais tout porte à croire que la CEDEAO est frustrée, la mission évidemment. Merci bien Bouré Massoulou. Je rappelle que c'est notre correspondant permanent à Bamako qui nous fait le point et il fait le pied de grue à l'hôtel de Goodluck Jonathan pour voir qui entre, qui sort et puis quels sont évidemment les quelques rendez-vous et puis évidemment discussions qu'il y a. Ceci dit, on va revenir sur ce plateau. Rapidement, je parlais de la question de la vocation même des militaires. Vous étiez en train de nous partager une anecdote qu'on avait eu à comprendre, mais moi je reviens sur cet autre point, la question de la communauté internationale et aujourd'hui de son action. Et ça commence à devenir pour moi très 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 intéressant, ce tournant qu'on est en train de prendre. Et on écoutait tout à l'heure Bouré Massoulou qui le disait de façon très claire, on a un Goïta qui apparemment ne veut pas entendre raison et qui reste droit dans ses bottes, il tient sa chose, ne lâche pas. Maintenant, est-ce que vous sentez qu'il y a une médiation encore possible? Déjà il faut rappeler que le Conseil de sécurité de l'ONU se tient ce soir à 19h et c'est sûr que la question sera sur la table. Oui, d'ailleurs une rencontre à huis clos, certainement pour se pencher sur la situation. Et puis bon, je pense que nous sommes dans une étape où c'est seulement le rapport de force qui va déterminer la suite. Même avec la communauté internationale, c'est le rapport de force qui va déterminer la suite parce que vous avez Assimi Goïta et ces hommes qui sont déterminés. Et puis bon, vous avez ceux également qui avaient dit on prend acte de la démission assistée de IBK, mais il faut faire une transition militaire. Donc les militaires naturellement voulu organiser avec leurs papiers pour que tranquillement ils conduisent dollement et puis finir comme Michel au Burkina, alors que le vrai centre du pouvoir est ailleurs. Mais bon, j'ai dit, le Mali a peut-être eu la malchance d'avoir un ancien militaire, j'ai dit bien, qui croit naturellement au rapport de force, qui se dit que dès lors que je suis sur le fauteuil présidentiel, commandant, chef de l'armée, ceci ou cela, j'ai tous les attributs du pouvoir et j'ai tous les leviers en main. Donc, et ça, j'ai dit, c'est une erreur qu'il a effectivement faite. Mais maintenant, aujourd'hui, que va dire cette communauté internationale? Parce qu'elle-même, elle est dans une situation confuse. Démission assistée au moment où certains disaient coup d'État. Au Tchad, on a vu cette même communauté internationale qui dit on accompagne ce qui s'est passé. Il n'y aura pas une transition constitutionnelle, mais une transition militaire, alors qu'il y a des dispositions constitutionnelles en la matière. Et pour revenir également, prêcher une autre évangile au niveau du Mali.
ça va être difficile. Difficile. Déjà, j'allais dire pour la médiation, comme dans toute situation pareille, c'est clair qu'il va y avoir des négociations. Je l'avais dit aussi, la posture aujourd'hui du vice-président qui est devenu l'homme fort et le président actuel au niveau du Mali est assez clair. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est sûr que ce que la communauté internationale pourra faire, c'est peut-être obtenir quelques gains substantiels notamment par exemple sur la libération, j'allais dire des personnalités, si c'était déjà fait. Par exemple, ça peut être un acquis, c'est fondamental. Ensuite, peut-être sur un certain nombre de questions, ils pourront obtenir un certain nombre de gains. Mais ce qu'il faut s'attendre pour cette médiation, et on l'a dit, le Conseil de sécurité va durcir le ton. Depuis hier, c'est déjà annoncé, il va y avoir des sanctions. Et est-ce que les sanctions qu'on dit, ça va être ciblé, mais est-ce que ces sanctions pourront infléchir la posture de ces présidents? Ça, c'est en fait la grande donne. Maintenant, à la lueur où vont les choses, on va se retrouver dans une situation où on va avoir des acteurs de plus en plus divisés au sein de la classe politique et même au sein de l'armée, parce qu'au fil du temps, les choses risquent peut-être de ne pas être aussi soudées comme on peut le croire, parce que déjà, il peut y avoir des ailes. Et ça aussi, comme je l'ai dit, à un moment donné, dans ce genre de situation, ce sont des vulnérabilités qu'on peut exploiter. Aujourd'hui, qui aura l'avantage certainement d'avoir encore dans ce genre de situation la communauté internationale qui l'accompagne ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais je crois que ces sanctions-là pourraient être, à mon sens, le premier élément qui va nous indiquer où les choses pourraient aller, peut-être très vite, ou peut-être basculer dans un autre, dans une autre dynamique, ce qu'on ne souhaiterait pas, surtout que le Mali aujourd'hui, comme le Tchad, on l'a évoqué tantôt, se retrouve aujourd'hui dans un contexte sécuritaire assez dégradé. Et donc, si on ajoute à cela cette situation actuelle, on peut s'attendre à ce que, aujourd'hui, le Mali, qui doit penser, je crois, que ce soit les acteurs et que ce soit politique ou militaire, qui doit penser avant tout, moi je pense à l'intérêt supérieur, j'allais dire du Mali d'abord, mais je comprends bien la posture des militaires. J'ai eu la chance il y a 2 mois de cela de participer à un sommet, j'allais dire à un séminaire de haut niveau où on avait justement les hauts gradés, comme on le dit dans le jargon, avec des civils sur un certain nombre de questions. Et on a senti au cours de cette rencontre l'envie véritablement de ces militaires de profiter de cette transition pour régler un certain nombre de problèmes de façon très profonde. Je crois que aujourd'hui la posture va dans cette direction. Au-delà du fait qu'ils veulent peut-être s'approprier le pouvoir, ils pourraient profiter de cette transition pour régler en profondeur un certain nombre de réformes qui permettent aujourd'hui peut-être à jamais de régler peut-être cette question de coup d'État au Mali. Peut-être ça peut être une opportunité. Moi, je vais revenir avec Barry sur cette mission-là. On voit qu'elle est en train de piétiner. C'est ce que nous dit Bourema Soulou. Est-ce qu'il faut espérer, avec une communauté internationale aussi qui a un regard à géographie variable sur ces coups d'État, est-ce qu'il faut espérer qu'on puisse sortir par le haut avec difficile. Quelque chose à préciser. Hier soir, donc, Goodluck Jonathan avait rendez-vous dans un premier temps avec Assimi Goïta, mais malheureusement, il est arrivé avec 15 minutes de retard et finalement, Assimi Goïta était passé à une autre audience. Donc, ils ont repoussé donc l'audience avec Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, qui se trouve donc être le médiateur désigné de la CEDEAO de la crise malienne. Alors, pour parler d'une sortie de crise, il met aujourd'hui très difficile qu'on revienne à la situation de doute où on assiste à des sanctions, bien que la CEDEAO, contrairement à l'Afrique centrale, ait des moyens et des leviers pour asphyxier le Mali. Pourquoi? On peut dire ce contexte particulier-là, il y a des circonstances atténuantes pour Assimi Goïta. Pourquoi? Depuis le début de la transition, il n'a pas, en tout cas apparemment aux yeux de l'opinion nationale et internationale, constitué un obstacle à la poursuite de la transition, puisque c'est un homme qui ne parle pas. On va dire même qu'il a pris ses frustrations, voilà, il n'a rien dit. Et aujourd'hui, lorsque vous échangez avec les diplomates, vous échangez avec la communauté, les éléments de la communauté internationale, on se rend compte que
tous ne comprennent pas deux éléments qui ont conduit donc à ce coup d'État dans le coup d'État. Un, pourquoi dissoudre le gouvernement pendant la transition alors qu'il ne reste que quelques mois. Deux, il y avait quelle élégance à faire partir donc les deux militaires qui étaient les représentants donc des putschistes là dans le gouvernement. Et le dimanche soir, selon donc des sources proches de la présidence ghanéenne, le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, a eu un échange téléphonique avec Mbandao. Certainement, il a eu un échange avant avec Assimi Goïta, le vice-président, qui attirait donc l'attention de la CEDEAO sur ce que l'aile civile de la transition s'apprêtait à faire, notamment une équipe gouvernementale sans les consulter, et notamment l'éviction des deux éléments qui étaient quand même des éléments donc de l'ancienne junte, on va dire. Alors donc, dimanche soir, le président ghanéen a découragé son ex-homologue, on va dire Bandao, de publier donc cette équipe-là en l'état. Donc on s'attendait beaucoup plus à des négociations de la nuit, mais malheureusement ils n'ont pas écouté et finalement, donc tous ces éléments, je veux dire, il y a des circonstances atténuantes pour Assimi Goïta. Le deuxième élément, c'est malheureusement le cas du Tchad. Comment le président français et les présidents africains qui sont partis investir Déby fils après la mort de Déby peuvent venir dire à Assimi Goïta de quitter le pouvoir? C'est quoi la différence entre les deux? Peut-être le grade, sinon c'est une prise de pouvoir qui n'obéit pas à des voies constitutionnelles. Je veux dire donc, ce contexte international la met mal à l'aise la communauté internationale, et donc la France en tête de venir, comme ils l'ont fait en août, sanctionner le Mali aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas une autre issue. À mon avis, ce à quoi on va assister au Mali, Assimi Goïta va diriger sa transition, on trouvera peut-être un premier ministre issu du M5 et on va négocier pour avoir des élections libres et transparentes. En tout état de cause, c'est l'incertitude donc qui se dessine au Mali. Et bon, je vais me permettre deux dernières questions parce qu'on est pratiquement au terme de l'émission, mais vous y allez rapidement pour avoir un peu votre lecture là-dessus, parce qu'il y a un point qui revient très souvent avec le Mali. Pour certains, on est en train de revivre quelque chose qu'on a déjà vu un peu en Centrafrique, et qu'il y a derrière un combat de puissance. On parle d'une Russie, parce que lorsqu'on prend les noms qu'elle Modibo connaît ou Sadio Kamara, ou même Goïta, qui font le choix d'une ouverture vers la Russie. C'est ce qui s'est dit. Vous avez même certaines presses qui s'en font l'écho et qui voient donc une France qui était à la manœuvre pour écarter. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui résonne encore? Et puis dernière question, c'est quel impact cette crise pourrait avoir sur notre sous-région? On commence d'abord par la première pour chacun et après la deuxième. Je commence avec Bernard Boumba. La question Russie-France. Bon, c'est difficile que dans ces conditions-là, les puissances étrangères ne se combattent pas. Ça, c'est pas quelque chose d'envisageable. Il y a toujours ce combat-là en arrière-plan. Et d'ailleurs, on l'a plusieurs fois vu. Au Mali, il y a eu plusieurs sorties de jeunes ou d'organisations de la société civile qui brandissent le drapeau russe et qui réclament la Russie et qui disent « Ah bah la France », ça on l'a vu à plusieurs reprises. Malheureusement, c'est encore nous Africains, on abandonne comme l'a dit Mex Sommet sur Facebook, on abandonne le corps français pour aller prendre l'ours russe. Un jour pour un autre jour. Voilà, et justement, en réalité, c'est la même chose. Russie ou France, c'est un jeu d'intérêt. Mais nous, que voulons-nous? Je pense que ça, c'est fondamental. C'est la même question? Oui, ben moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas très abonné aux théories du complot. C'est vrai que dans une situation, dans un conflit de cette envergure, il y a toujours les acteurs au conflit. En conflit, c'est ce qu'on voit. Et puis, il y a les acteurs au conflit. Ce sont les acteurs qui sont tapis dans l'homme et qui peuvent tirer les ficelles en fonction d'un certain nombre d'intérêts. Donc, on ne peut pas forcément exclure, des attitudes qui tendent certainement à peut-être radicaliser un certain nombre d'individus ou de personnalités pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Pour la Russie, et ça ce n'est pas uniquement que pour la crise malienne ou pour la crise tchadienne, ça c'est même de façon plus globale, on sait les postures, notamment au niveau du Conseil de sécurité, ça va toujours se jouer comme ça, que ce soit dans la crise ivoirienne, vous allez toujours voir le bloc occidental, vous allez voir la Grande-Bretagne, la France et
et comment on appelle ça, et les États-Unis toujours dans la même logique, et vous verrez toujours la Russie et la Chine qui vont toujours être, voilà, c'est un peu l'équilibre de rapport de force. Donc je ne suis pas forcément surpris, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions comme le disait Bernard. Voilà, tout à l'heure. Ouais. Enfin, on est dans un registre normal donc d'une influence diplomatique, donc des jeux d'intérêt de puissance, c'est normal. Mais la vérité, il y a une bonne dose de propagande derrière le cas russe. Il l'a dit tout à l'heure, c'est hallucinant. J'ai jamais vu dans un monde où des gens veulent être libres et indépendants, mais ils préfèrent aller se jeter dans les bras d'une autre puissance. La liberté et l'indépendance, c'est de pouvoir se prendre en charge. Maintenant, il y a un certain nombre de précisions à faire. Le Mali, que ce soit son élite politique, intellectuelle et même militaire, a une tradition, des vieilles traditions avec la Russie, parce que quand vous prenez la classe politique malienne, beaucoup de leaders ont été formés au Mali, en Russie, pardon, l'ex-URSS, l'armée également, beaucoup d'officiers ont été formés donc en Russie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut se battre pour aller se jeter dans la main de la Russie? Et la vérité, on est dans un contexte africain où le sentiment anti-français se développe tous les jours, mais je ne pense pas que l'option pour les Africains soit de briser donc les chaînes avec la France pour aller être esclaves avec la Russie. La liberté et l'indépendance, c'est pour nous. Quitter un jour pour un autre jour, ça on l'aura compris. Et j'ai dit la dernière question, quel pourrait être ce qu'on est en train de voir aujourd'hui comme crise au Mali, quel pourrait être l'impact dans notre sous-région? On avait parlé du Tchad lorsque les choses arrivaient, on se disait mais est-ce qu'on n'aura pas un genre d'onde de choc aujourd'hui pour ce qui est du Mali, mais en quelques mots? Il y a en relation internationale ce qu'on appelle le complexe régional de sécurité. C'est-à-dire qu'on est dans une région où un petit problème dans un des États là a forcément des conséquences dans un autre État ou dans toute la sous-région à cause donc de la porosité des frontières. Donc je vais dire, vous avez le problème actuel que nous vivons ici par exemple, a commencé d'abord en Libye. La chute de Mohamed Kadhafi a entraîné donc la chute du Mali. Si Kadhafi n'était pas tombé, le Mali ne serait pas tombé, le Burkina, le Niger et le Tchad ne seraient pas menacés par le terrorisme. Donc on peut dire que tout problème qui va survenir au Mali va avoir forcément des conséquences dans toute la sous-région à cause donc de ce complexe régional de sécurité, comme on le dit en relation internationale. Vous voyez forcément des conséquences si cette crise est mal gérée, à l'image du Tchad, peut-être très rapidement il faut faire très attention parce que souvent on a l'habitude de prendre des raccourcis pour dire écoutez, les contextes peuvent différer et les acteurs diffèrent également. Donc en fonction de la situation qui se présente, les arbitrages ou la façon de prendre des postures peut dépendre de quel acteur on a en face et de quel contexte dans lequel on se trouve. Ce qui peut amener peut-être les gens souvent à donner l'impression qu'on a comment on appelle ça, des analyses ou j'allais dire des prises de position de façon à géométrie variable. Le Tchad, il y a quand même des nuances par rapport à la question. On pourrait peut-être revenir là-dessus. On va terminer avec Bernard Boukba sur la question de l'impact. Bon, sur la question de l'impact, c'est clair. Parce que d'ailleurs, la transition a traîné avant de se mettre en place. Compte tenu du fait qu'il faut un civil, il faut un civil. Ensuite, la transition commence et paf, on a un problème. Alors qu'il y a d'autres problèmes au niveau des trois frontières, Burkina, Mali, Niger, qui n'est pas réglé. Là, la question du terrorisme qui n'est pas réglée. Et donc, le Mali constitue également l'objet de toutes les attentions. Et sur la classe politique qui a ces dissensions-là, il y a un risque. Donc, il faut rapidement passer à autre chose. Mais une transition sans Goïta, ça va être très difficile. Merci Bernard Boukma, merci Oumarou Paul Koualaga, merci Diallo, merci d'être passé sur ce plateau. Barry, qu'est-ce que je dis? Abdoulaye Barry, merci d'être passé sur ce plateau. C'est fini pour cette édition spéciale qui s'est penchée sur le Mali, ce pays frère. Et ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que le pays sorte par le haut pour le bien des Maliens, pour le bien de nous tous. C'est terminé donc pour cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme toujours sur nos antennes True TV.